Les tunnels ont été ouverts sur quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on aurait peut-être dû laisser endormi sous terre. Dans un petit village du Hainaut, à la frontière franco-belge, une maison tranquille située à Arquois-Tripon allait devenir le théâtre d'un événement qui bouleversa non seulement ses habitants, mais aussi les forces de l'ordre et les enquêteurs du paranormal. Tout débuta au cours de l'hiver 1999. Une famille ordinaire commença à observer des phénomènes curieux dans leur maison, des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, des bruits sourds résonnaient dans les murs, et des portes claquaient sans courant d'air. Ce qui semblait d'abord relever du hasard ou d'un problème domestique prit rapidement une tournure bien plus inquiétante. Les meubles se déplaçaient violemment alors que personne ne les touchait, des assiettes se brisaient sans raison, et la nuit, des coups répétés retentissaient dans les plafonds et les planchers. La famille, de plus en plus terrifiée, contacta la gendarmerie locale. 2 patrouilles furent envoyées à plusieurs reprises pour constater les faits. À leur grande surprise, les gendarmes eux-mêmes furent témoins de manifestations qu'ils ne purent expliquer rationnellement. Une armoire bascula sans qu'aucune force extérieure visible ne l'ait provoquée, des chaises furent renversées sous leurs yeux, et une forte odeur soudaine de brûlé envahit une pièce sans qu'aucun foyer ne soit identifié. Ces incidents furent jugés suffisamment sérieux pour faire l'objet d'un rapport officiel. Le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, une association belge spécialisée dans les études paranormales, fut alerté et envoya une équipe sur place. L'enquête se prolongea sur plusieurs semaines. Les experts du CERPI ne découvrirent aucune supercherie apparente. Ils notèrent que les événements survenaient en présence de la plus jeune fille de la famille, une adolescente de 14 ans. Cela renforça l'idée d'un phénomène de type poltergeist, traditionnellement associé à la présence de jeunes en période de bouleversements émotionnels. Au fil du temps, les manifestations devinrent moins fréquentes puis cessèrent subitement, sans explication. La maison fut ensuite revendue. Aujourd'hui encore, ce cas reste l'un des mieux documentés en Belgique et continue d'alimenter les débats sur la réalité des phénomènes paranormaux. Ni les enquêteurs de police ni les experts du CERPI n'ont pu fournir une explication définitive aux événements observés à Arquois-Tripon, et cette maison garde dans ses murs le souvenir d'un hiver où l'invisible avait pris possession du quotidien. Au cœur d'un quartier industriel en déclin, non loin des anciennes usines de Charleroi, se dresse un bâtiment abandonné que beaucoup préfèrent éviter, surtout à la tombée de la nuit. Il s'agit de l'ancienne piscine municipale, fermée depuis la fin des années 1990 en raison de problèmes structurels et d'un manque de budget pour les rénovations. Mais ce qui devait rester un simple édifice vétuste s'est progressivement transformé en un lieu entouré de mystères. Les premiers récits troublants liés à cette piscine apparaissent au début des années 2000, quand des jeunes explorateurs urbains, attirés par le caractère brut et décrépit du lieu, commencèrent à s'y aventurer. La piscine principale, toujours intacte bien que vide, dégageait une atmosphère pesante. Le carrelage jauni, les casiers métalliques rouillés et les vitres brisées baignaient dans une lumière étrange, même en pleine journée. Ce qui frappa les premiers visiteurs, ce ne furent pas seulement les dégradations visibles, mais une sensation constante d'observation, comme si les murs eux-mêmes gardaient en mémoire les cris des enfants et les ordres des maîtres nageurs. Très vite, des témoignages inquiétants émergèrent. Plusieurs personnes affirmèrent avoir entendu des bruits d'éclaboussures d'eau, pourtant aucune goutte n'avait touché le bassin depuis des années. D'autres évoquèrent des rires d'enfants résonnant sous la voûte, réminiscence d'une époque révolue, mais profondément décalée, presque sinistre. L'un des témoignages les plus marquants vient d'un photographe venu immortaliser le lieu un après-midi de novembre. En remontant le plongeoir, il crut voir une silhouette humaine assise au bord du bassin, la tête penchée, les bras sur les genoux. Il prit une photo. Lorsque plus tard il développa ses clichés, la silhouette n'était pas là, mais un étrange flou en forme de corps brouillait toute cette partie de l'image. Une rumeur persistante raconte qu'un accident tragique aurait eu lieu dans les années 1970, un jeune garçon, échappant à la surveillance, se serait noyé pendant un cours de natation. Depuis, certains pensent que l'esprit de l'enfant hante toujours le bassin, prisonnier du lieu de sa mort. D'autres avancent l'idée qu'un ancien surveillant, victime d'un burn-out puis retrouvé mort chez lui,
reviendraient parfois errer dans les vestiaires, où des explorateurs disent avoir vu des ombres passer furtivement entre les cabines. Ce qui frappe le plus ceux qui s'y rendent, c'est la soudaine chute de température en certains points du bâtiment, notamment dans la douche commune et à l'entrée du local technique. Même en plein été, la buée se forme parfois sur les objectifs des caméras ou les lunettes. Des appareils électroniques se coupent sans raison et les bruits captés sur les enregistrements, une fois filtrés, laissent entendre ce qui ressemble à des appels à l'aide étouffés. Malgré son accès illégal, le lieu continue d'attirer des curieux. Certains groupes spécialisés en paranormal y ont mené des enquêtes discrètes. L'un d'eux affirme avoir enregistré la voix d'un homme répétant inlassablement « Restez calme » en boucle, alors qu'aucune voix humaine n'avait été émise sur place durant leur passage. Aujourd'hui, la piscine reste debout, grignotée par le temps, recouverte de tags et envahie par les herbes folles. Mais ceux qui y sont entrés disent souvent la même chose en ressortant, on n'y entend pas seulement le silence, on y perçoit le souvenir de l'eau, le poids de la solitude et quelque chose d'invisible, tapis sous la surface, qui continue d'attendre. Nichée dans les Ardennes belges, la ville de Spa est depuis des siècles un lieu de repos et de soins, célèbre pour ses sources d'eau minérale. Mais derrière cette image de calme bourgeois, une légende bien plus sombre est venue troubler la sérénité locale au début des années 2000. On l'appelle désormais, à voix basse, le vampire de Spa. Ce nom, d'apparence fantaisiste, cache en réalité une succession d'événements étranges, de disparitions inexpliquées et de témoignages troublants qui ont lentement tissé le mythe. Tout commence en 2002, lorsqu'un sans-abri est retrouvé mort dans un parc boisé en périphérie de la ville. La scène semble banale, jusqu'à ce que le médecin légiste remarque un détail étrange. La victime ne porte aucune trace de violence extérieure, mais son corps présente un état de pâleur extrême et une quasi-absence de sang. Le décès est officiellement attribué à une hypothermie aggravée par l'alcool, mais le rapport évoque malgré tout une anomalie dans la densité sanguine, que personne ne prend la peine d'expliquer. L'année suivante, une promeneuse du soir affirme avoir été suivie par une silhouette vêtue de noir, mince, élancée, qu'elle décrit comme étrangement rapide et qui semblait éviter les lampadaires. Lorsqu'elle se retourne brusquement, la silhouette a disparu. Elle jure avoir entendu une respiration rauque, proche d'elle, alors qu'il n'y avait personne autour. D'autres personnes signalent alors, durant les mois qui suivent, des rencontres similaires, une forme sombre, toujours le soir, rôdant près des thermes anciens ou dans les petites ruelles désertes de la vieille ville. En 2005, un vieil homme du quartier de la Géronster déclare avoir vu, à plusieurs reprises, une silhouette immobile postée sous un arbre au crépuscule. Ce qui l'a marqué n'était pas tant l'immobilité que le regard perçant, totalement noir selon lui, que cette figure lui lança avant de disparaître littéralement dans les fourrés sans bruit. C'est à ce moment-là que naît le surnom de vampire de Spa, popularisé par un article publié dans un petit journal local, à moitié moqueur, mais qui relança malgré lui la curiosité autour de ses récits. La légende prend alors de l'ampleur, on commence à associer à ce vampire des disparitions animales, des chiens retrouvés morts dans des conditions étranges, certains vidés de leur sang, et des chauves-souris en nombre inhabituel volant autour du vieux cimetière en hiver. Une histoire en particulier fit frissonner les habitants, celle d'un couple ayant loué une petite maison de vacances dans les hauteurs de Spa. Pendant plusieurs nuits, ils furent réveillés à la même heure par des bruits légers de pas et de griffures sur les murs extérieurs. Une nuit, la femme déclara s'être levée et avoir vu une silhouette sur le pas de la porte, les mains appuyées contre les vitres, le visage dissimulé sous une capuche. Lorsqu'elle cria, la silhouette s'éloigna d'un seul bond, comme propulsée, et disparut dans le bois sans un seul son. Aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. Aucun individu n'a été identifié. Mais le mythe est resté. Certains pensent qu'il s'agit d'un marginal vivant en ermite, d'autres évoquent une hallucination collective renforcée par les légendes locales et les nuits trop longues. Pourtant, ceux qui ont croisé cette présence gardent tous une même conviction, ce qu'ils ont vu n'était pas un simple rôdeur. Il y avait dans cette ombre quelque chose d'inhumain, de glacé, d'instinctivement dangereux. Aujourd'hui, Spa continue d'attirer les curistes, mais dans certains quartiers, les habitants ferment leurs volets plutôt qu'ailleurs, et peu de gens s'attardent près du vieux parc après la tombée du jour. Car même dans une ville de repos, certaines ombres ne dorment jamais vraiment.
Dans la ville de Liège, connue pour son riche passé religieux et ses églises gothiques, l'église Saint-Walburge, nichée au sommet d'un escalier monumental, abrite un secret que peu de visiteurs soupçonnent. Derrière les murs sobres de ce lieu de culte, dans une crypte peu accessible au public, repose le corps parfaitement conservé d'un prêtre mort au XVIIIe siècle. Ce curé, dont le nom exact varie selon les sources, est aujourd'hui connu simplement comme « le curé momifié » et autour de lui, les questions n'ont jamais cessé. Il serait mort vers 1740, selon les archives paroissiales. À cette époque, il était le desservant de la paroisse de Saint-Walburge, très aimé par ses fidèles, décrit comme un homme d'une foi austère et d'une piété presque obsessionnelle. Il aurait exprimé le souhait d'être enterré dans l'église même, ce qui fut respecté. Mais quelques décennies plus tard, lorsqu'on rouvrit la crypte pour des travaux, les fossoyeurs découvrirent avec stupeur que son corps, loin de s'être décomposé, était toujours intact, comme figé dans une paix étrange. Le corps reposait sans cercueil, directement sur la pierre, les mains croisées, les traits paisibles. La peau était brunie, comme tannée, mais conservait une forme humaine très reconnaissable. Ses yeux étaient clos, sa bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il avait été interrompu dans une prière. Aucun procédé de momification volontaire n'avait été pratiqué, pas de produits chimiques, pas de technique de conservation. Le corps s'était tout simplement préservé. Cette découverte jeta le trouble parmi les prêtres et les fidèles. Pour certains, c'était un signe divin, une marque de sainteté. Pour d'autres, un phénomène naturel rare, causé par les conditions très spécifiques de la crypte, température constante, humidité très faible, circulation d'air réduite. Mais la légende locale commença à s'en mêler. On raconta que le curé avait fait un vœu secret, un pacte peut-être, pour rester près de ses ouailles jusqu'à ce que le monde soit purifié. D'autres évoquèrent une pénitence éternelle, il n'aurait jamais quitté son poste, même dans la mort. Ce qui nourrit encore le mystère, ce sont les phénomènes rapportés depuis les années 2000 par des visiteurs et des membres du clergé. Certains affirment que le corps change subtilement de position d'une année à l'autre. La tête aurait été tournée légèrement vers la droite en 2007, puis revenue droite en 2012. Un prêtre, interrogé anonymement, dit avoir retrouvé un matin le bras gauche du curé légèrement décollé du torse, alors qu'il était auparavant serré contre lui. Aucun séisme, aucun effondrement n'a été enregistré qui aurait pu provoquer cela. D'autres témoignent d'un sentiment très particulier en approchant du corps. Une infirmière venue lors d'un nettoyage déclara avoir senti un froid sec et pénétrant, comme si la température de l'air chutait brutalement autour du corps. Une autre affirma que sa montre s'était arrêtée au moment même où elle posait le pied sur la dernière marche menant à la crypte. Des appareils photos s'éteignent subitement, certains enregistrent des interférences audio très courtes, des grésillements, parfois des sons ressemblant à un souffle. L'Église, aujourd'hui, garde une posture prudente. Elle reconnaît la conservation extraordinaire du corps, mais refuse de s'engager sur des interprétations mystiques. Des scientifiques belges ont proposé d'étudier le phénomène plus en détail, mais toute tentative d'analyse invasive a été refusée par les autorités ecclésiastiques, souhaitant préserver la paix du défunt. Le curé momifié de Saint-Walburge continue donc de reposer là, en silence, observé à travers une vitre par ceux qui ont connaissance de sa présence. Il n'est pas inscrit dans les circuits touristiques, et pourtant il attire régulièrement des visiteurs venus de loin, intrigués par cette étrange figure du passé, figée entre la foi et l'inconnu, entre la vie et la mort. Genk, une ville industrielle du Limbourg située à l'est de la Belgique, est surtout connue pour son passé minier et son environnement verdoyant. Pourtant, c'est aussi là, par une nuit de printemps en 2003, qu'un phénomène aérien non identifié a été observé par plusieurs témoins crédibles, marquant les esprits à un moment où l'intérêt pour les ovnis en Belgique avait déjà commencé à retomber depuis la fin de la vague belge des années 90. Ce soir-là, vers 23h15, un groupe d'amis sortait d'un cinéma situé en périphérie de la ville. Tandis qu'ils regagnaient leur voiture, l'un d'eux leva les yeux vers le ciel en remarquant une lumière blanche fixe, étrangement brillante, planant à très basse altitude au-dessus de la zone boisée derrière le complexe commercial. Ce n'était pas une étoile. Ce n'était pas non plus un avion, l'objet ne faisait aucun bruit et semblait suspendu,
presque immobile. Intrigués, les témoins restèrent quelques minutes à observer ce qui, en se déplaçant lentement, révéla progressivement sa forme triangulaire, 3 lumières au coin, une structure sombre reliant les points, et au centre, une lumière pulsée rougeâtre, douce, presque hypnotique. L'objet glissait dans le ciel, à une vitesse lente, presque irréelle, sans aucun son de moteur, ni sifflement, ni vibration. Ce qui rend ce cas particulièrement crédible, c'est qu'un second groupe de témoins, situé dans un quartier résidentiel à environ 2 km de là, rapporta avoir vu exactement la même chose à la même heure. Un couple ayant pris l'air sur leur terrasse déclara avoir vu un triangle noir parfaitement silencieux passer au-dessus de leur maison, à une altitude estimée entre 200 et 300 mètres. Leurs chiens, d'ordinaire calmes, se mirent à grogner et à se cacher sous les meubles, ce qu'ils ne faisaient jamais. L'engin resta visible pendant environ 2 à 3 minutes avant de s'élever rapidement, presque à la verticale, et de disparaître dans le ciel étoilé. Aucun radar civil ne détecta l'objet cette nuit-là, ce qui n'est pas surprenant si l'engin volait à basse altitude et à vitesse lente. Pourtant, les témoignages concordants, la clarté des descriptions et surtout la cohérence avec les phénomènes déjà observés lors de la vague belge, même forme triangulaire, silence absolu, lumière fixe, ont incité des passionnés à consigner le cas. Il fut rapporté à la SOBEP avant sa dissolution, puis archivé par plusieurs collectifs ufologiques belges indépendants. Aucune explication officielle n'a été donnée. Aucun exercice militaire n'était prévu dans la région ce soir-là, et l'armée n'a pas confirmé la présence d'avions en manœuvre. Le phénomène reste donc inexpliqué, comme figé dans la mémoire de ceux qui l'ont observé. Depuis, plusieurs autres témoignages isolés similaires sont apparus dans la région du Limbourg, mais aucun n'a été aussi clair et cohérent que celui de Genk en 2003. Pour les témoins, il ne fait aucun doute qu'ils ont vu quelque chose qui ne relevait pas de la technologie conventionnelle, quelque chose qui échappe à la compréhension humaine et qui, peut-être, n'a jamais été destiné à être vu. Perché sur une colline boisée près d'Esneux, dans la province de Liège, le sanatorium du Basile, officiellement fermé depuis les années 1980, est devenu au fil du temps un site de légendes urbaines et un haut lieu du paranormal en Belgique. Ce vaste bâtiment de style moderniste, construit au début du XXe siècle pour soigner les patients atteints de tuberculose, fut un endroit de soins, d'isolement et, selon certains, de souffrance inexprimée. Depuis sa fermeture, il attire des explorateurs urbains, des photographes et, surtout, des chasseurs de fantômes qui rapportent presque tous des sensations étranges et des phénomènes inexpliqués. Les premiers témoignages contemporains remontent au début des années 2000, lorsqu'un petit groupe d'adolescents en exploration affirma avoir entendu des pas précipités dans un couloir vide, suivi d'un hurlement lointain résonnant dans la cage d'escalier. L'un d'eux raconta qu'en montant vers le dernier étage, il vit une silhouette pâle s'effacer au détour du mur, comme si elle glissait plus qu'elle ne marchait. Ce genre de récit se répéta au fil des années, à mesure que le lieu devenait une destination prisée pour les curieux. De nombreuses personnes rapportèrent avoir été prises de vertiges soudains dans certaines pièces, en particulier dans l'ancienne salle de repos commune du 4e étage. D'autres évoquaient des échos de voix, souvent incompréhensibles, qui semblaient jaillir des murs eux-mêmes. Certains prétendirent avoir capté, avec des enregistreurs audio, des murmures ou des gémissements semblant dire « aide-moi » ou répéter des chiffres sans signification apparente. Une rumeur tenace affirme qu'au moins un patient y serait mort dans des circonstances nébuleuses, après avoir été oublié dans une aile désaffectée du bâtiment lors d'un transfert partiel. D'autres parlent de traitements expérimentaux, douloureux, qui auraient été menés dans le sous-sol. Ces caves, aujourd'hui inaccessibles sans équipement, sont particulièrement redoutées. La majorité des visiteurs s'accordent à dire que l'atmosphère y devient irrespirable, comme si l'air se chargeait de plomb. En 2009, un groupe d'enquêteurs en paranormal fit une série de captations thermiques dans les couloirs du sanatorium. Leurs enregistrements montrèrent des anomalies flagrantes, des zones froides d'origine inconnue, des mouvements de points lumineux dans des pièces totalement obscures, et surtout, une forme humanoïde qui sembla se dessiner brièvement à l'intersection du bloc opératoire et de la salle d'attente. Aujourd'hui, le bâtiment est à moitié envahi par la végétation, ses fenêtres béantes laissent entrer le vent qui fait claquer les portes rouillées, et ses couloirs, couverts de tags et de gravats,
et évoque plus un décor de film d'horreur qu'un ancien lieu de soins. Pourtant, malgré les risques d'effondrement et les avertissements municipaux, le sanatorium continue d'attirer ceux qui croient ou veulent croire que quelque chose, ou quelqu'un, y demeure encore. Peut-être s'agit-il simplement des souvenirs accumulés de tant de vies passées entre ces murs, ou peut-être que certains esprits ne sont jamais vraiment partis. Ce qui est certain, c'est que peu de ceux qui s'y sont aventurés de nuit en sont sortis sans garder une impression durable de malaise, comme si quelque chose du lieu s'était accroché à eux. Perdu dans la campagne boisée aux abords de Namur, un ancien pensionnat catholique pour jeunes filles repose aujourd'hui dans un état de semi-abandon. L'endroit, désormais caché derrière des murs rongés par le lierre, a été fermé dans les années 1990, mais depuis le début des années 2000, des rumeurs persistantes circulent à son sujet. D'anciens élèves, des passants et des curieux affirment que le bâtiment serait habité par quelque chose d'invisible, mais terriblement présent. L'établissement, bâti au XIXe siècle, servait autrefois de pensionnat religieux où l'on dispensait une éducation stricte, centrée sur la foi, l'obéissance et la discipline. Les jeunes filles y vivaient coupées du monde extérieur, souvent pendant de longs mois, sous la surveillance de religieux austères. Certaines élèves, aujourd'hui adultes, se souviennent encore d'une atmosphère glaciale, d'un silence pesant, et surtout, d'un sentiment constant d'être observé. Tout commença à réellement faire parler de soi vers 2004, lorsqu'un groupe d'anciens élèves décida de retourner sur les lieux pour une sorte de visite souvenir improvisée. Ce qui devait être une simple promenade nostalgique se transforma en une expérience angoissante. Une des femmes rapporta qu'en passant devant l'ancienne salle d'études, elle ressentit une forte pression dans la poitrine, comme si l'air y était devenu soudainement irrespirable. Une autre affirma avoir vu une silhouette d'enfant immobile dans un couloir, vêtue d'un uniforme ancien, avant que la forme ne disparaisse dans un mur. Les récits se sont accumulés, portes qui claquent sans courant d'air, rires d'enfants dans les dortoirs alors que le bâtiment est vide, odeur de cire chaude dans la chapelle pourtant abandonnée depuis des années, et surtout, l'impression constante que quelque chose suit les visiteurs d'une pièce à l'autre sans jamais se montrer. Certains affirment avoir vu, dans le grand miroir fissuré de la salle de danse, le reflet d'un groupe de jeunes filles assises en silence, alors qu'il n'y avait personne derrière eux. Une légende persistante raconte qu'au début du XXe siècle, une élève aurait été enfermée dans un réduit sous l'escalier pour avoir parlé avec l'esprit du diable. La punition aurait duré des jours, sans nourriture ni lumière, jusqu'à ce que la jeune fille meure de froid ou de peur, selon les versions. Depuis, on dit que ses pleurs se font encore entendre certains soirs d'hiver, résonnant doucement entre les murs humides du couloir du sous-sol. L'accès au pensionnat est aujourd'hui interdit, le terrain étant privé et dangereux, mais cela n'empêche pas certains intrépides de s'y aventurer. Ceux qui osent affirment presque tous être repartis avec une étrange sensation, un malaise qui ne les quitte pas, comme si quelque chose de l'intérieur cherchait à les suivre au-delà des grilles rouillées. Le cimetière de Robermont est le plus vaste de la ville de Liège. Il s'étend sur plusieurs hectares de collines boisées, de pierres moussues et d'allées sinueuses où reposent des générations entières de Liégeois. C'est un lieu de mémoire, de respect, un lieu sacré. Mais c'est aussi, depuis plusieurs années, le théâtre de phénomènes inexpliqués qui ont attiré l'attention de passionnés de paranormal, de curieux, et de ceux qui, même sans croire aux fantômes, préfèrent ne plus y aller après la tombée de la nuit. Tout commence au début des années 2000, lorsque plusieurs gardiens du site rapportent des incidents nocturnes. L'un d'eux affirme avoir entendu des pas sur le gravier derrière lui alors qu'il faisait sa ronde, pourtant, en se retournant, il ne vit rien. D'autres signalent des bruits de voix, étouffés, semblables à des prières, ou des pleurs de femmes qui semblent venir de l'un des anciens quartiers du cimetière, celui qui abrite les tombes les plus anciennes, parfois effondrées ou recouvertes de lierre. Les phénomènes les plus troublants concernent certains visiteurs venus se recueillir sur des tombes précises. Une femme racontait être venue chaque année fleurir la tombe de son père, jusqu'au jour où, en s'approchant, elle entendit clairement une voix chuchoter son prénom. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un promeneur, mais se rendit compte qu'elle était seule. Pire encore, elle revint quelques jours plus tard avec sa fille, qui entendit la même chose, sans que l'une n'ait informé l'autre. Une autre rumeur persistante concerne les statues qui bougent.
Il ne s'agit pas ici d'un mouvement visible, mais de légers changements de position ou d'expression rapportés par plusieurs personnes. Des visiteurs réguliers affirment que certaines statues, notamment celles des anges gardiens, semblent les regarder différemment d'un jour à l'autre. Une dame âgée déclara un jour au gardien, « Cet ange-là, il me tournait le dos la dernière fois. » Le gardien ne sut quoi répondre. Officiellement, les statues sont fixes. Officieusement, certains évitent de croiser leurs regards. L'un des témoignages les plus glaçants vient d'un ancien étudiant en photographie, qui s'était rendu au cimetière à l'aube pour capturer la lumière du matin sur les tombes. En rentrant chez lui et en développant ses photos, il découvrit une silhouette voilée au pied d'une sépulture, alors que personne n'était là. Il retourna sur place, cherchant à comprendre, mais cette fois-ci, son appareil se coupa net à chaque tentative de prise de vue. Il jura ne plus jamais y revenir. L'administration du cimetière n'a jamais officiellement reconnu ces phénomènes. Mais les gardiens, entre eux, parlent d'endroits à éviter, une parcelle oubliée près du mur d'enceinte, un vieux caveau familial toujours intact mais envahi par le froid, et un petit banc en pierre qui, selon une rumeur locale, serait le point de départ d'apparition à la tombée du jour. Une ancienne légende prétend qu'une femme y vient chaque nuit chercher son mari mort à la guerre, le visage caché par un voile, murmurant son nom en boucle. Le cimetière de Robermont reste un lieu ouvert, accessible, paisible le jour. Mais ceux qui y travaillent ou le connaissent intimement savent que la nuit, quelque chose change. Ce n'est pas seulement le froid ou le vent dans les arbres. C'est une densité étrange de l'air, une présence discrète, presque respectueuse, mais indéniable. Comme si, parfois, ceux qui reposent là n'étaient pas tout à fait partis. En mars 2012, dans les hauteurs paisibles entourant Namur, plusieurs habitants d'un même quartier signalèrent un phénomène inhabituel dans le ciel nocturne. C'était un soir calme, sans nuages, où la lune offrait une clarté inhabituelle. Vers 22h40, une lumière blanche intense apparut au-dessus de la vallée de la Meuse, suspendue à une hauteur étrange, ni assez haute pour ressembler à une étoile ni assez basse pour évoquer un projecteur ou un drone. Ce n'était pas une lumière en mouvement rapide, comme une étoile filante ou un satellite. Elle semblait flotter, silencieuse, dans une immobilité parfaite. Puis, après quelques minutes, elle commença à vibrer légèrement, comme si elle oscillait, puis se mit à émettre de légers flashs rouges et bleus, dans un rythme irrégulier. Plusieurs témoins, installés à des endroits différents, une femme sur sa terrasse à Bouges, un chauffeur de taxi roulant sur la N90, un couple de joggeurs à jambes virent exactement la même chose, à la même heure, sous le même angle. Un témoin, un ancien militaire à la retraite, affirma que ce qu'il avait observé ne correspondait à aucun type d'aéronef connu. Il décrivit une lumière vive, presque métallique, sans source apparente, suspendue au-dessus du fleuve. Ce qui l'intrigua le plus fut le silence absolu. Aucun bruit de moteur, aucun souffle d'air, même lorsque l'objet commença à se déplacer très lentement en diagonale vers le nord-est. Pendant près de 10 minutes, l'objet resta visible, puis soudainement, sans accélération progressive, il disparut dans une montée verticale fulgurante, comme aspiré dans le ciel, laissant derrière lui une légère traînée lumineuse qui s'estompa en quelques secondes. Certains tentèrent de photographier la scène avec leur téléphone, mais les images capturées montrèrent uniquement un halo lumineux flou, trop éloigné pour révéler une forme précise. Un habitant, muni d'un caméscope, affirma avoir filmé la lumière pendant 1 minute, mais au moment de revisionner l'enregistrement, il découvrit que le fichier était corrompu, sans raison technique apparente. Les jours suivants, plusieurs habitants se réunirent sur des forums en ligne pour partager leur expérience. Les descriptions étaient frappantes de similitudes, une sphère lumineuse blanche, silencieuse, oscillante, avec de brèves émissions de lumière colorée. Aucune autorité aérienne belge, ni civile ni militaire, ne rapporta de vol dans cette zone à ce moment-là. Aucune activité météorologique inhabituelle ne fut relevée. L'armée refusa de commenter, comme elle le fait souvent pour ce genre d'observation. Le phénomène ne se reproduisit plus par la suite, mais il laissa une trace indélébile dans l'esprit de ceux qui furent témoins de la scène. Plusieurs d'entre eux déclarèrent avoir changé leur regard sur le ciel, devenus plus attentifs, presque méfiants. Ce qu'ils avaient vu ne ressemblait à rien de connu,
et leur conviction était unanime, ce n'était ni un avion, ni un drone, ni un satellite. C'était autre chose, présent un instant dans le ciel de Namur, puis disparu sans laisser de traces, sauf celle du doute. Le béguinage de Bruges, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des sites les plus visités de la ville. Ce havre de tranquillité, entouré de murs blancs, de saules pleureurs et de silence, semble figé dans une autre époque. Pourtant, derrière la beauté austère de ces bâtiments, se murmure depuis des années une histoire que les guides ne racontent jamais à haute voix. Depuis les années 2000, de nombreux visiteurs ont rapporté des sensations étranges en pénétrant dans le béguinage, particulièrement aux abords du petit pont de pierre qui traverse le canal d'entrée. Certains disent avoir senti une brise glaciale traverser leur corps, même lors de journées d'été, d'autres ont entendu des voix murmurer à l'oreille sans qu'aucun autre touriste ne soit à proximité. Mais ce qui revient le plus souvent, ce sont les témoignages concernant deux figures spectrales, une nonne vêtue de noir, au visage dissimulé sous son voile, et un homme en robe de moine à l'allure tourmentée. L'histoire derrière ces apparitions remonte à plusieurs siècles, mais elle a été ravivée par plusieurs incidents récents. Selon la légende locale, une béguine aurait enfreint les règles strictes de son ordre en tombant amoureuse d'un jeune moine franciscain, venu à Bruges pour prêcher. Leur rencontre était brève, clandestine, échappant au regard dans les recoins sombres du cloître. Mais la relation fut découverte, et la sanction, sans pitié, le moine fut banni et humilié publiquement, tandis que la béguine fut enfermée à vie dans sa cellule, privée de toute interaction humaine, condamnée à prier et à se repentir seule jusqu'à sa mort. Depuis, les apparitions semblent rejouer ce drame à travers le temps. Plusieurs touristes affirment avoir vu une silhouette traverser lentement la cour pavée, juste après la fermeture du site, glissant silencieusement d'une porte à l'autre avant de disparaître dans l'ombre. D'autres affirment que leur appareil photo a cessé de fonctionner précisément à l'endroit où la cellule de la béguine maudite aurait été située. Un photographe amateur raconte qu'en développant ces clichés, il découvrit une forme floue et sombre apparaissant derrière les fenêtres du dortoir, bien que personne n'ait pu y accéder ce jour-là. Les religieuses qui vivaient encore sur place jusqu'à récemment refusaient de parler de ces événements, préférant répondre avec une prière silencieuse lorsqu'on évoquait les âmes errantes du béguinage. Mais les guides touristiques, bien que discrets, admettent qu'ils évitent certains passages une fois la nuit tombée, notamment la petite chapelle latérale où des chuchotements auraient été entendus à plusieurs reprises. Ce lieu, pourtant dédié à la dévotion, à la paix et au recueillement, semble avoir conservé les échos d'un amour tragique et interdit, figé dans le calme apparent de ses murs. Louise Latteau est née en 1850 à Boisdaine, un petit village situé dans l'actuelle province de Hainaut. Elle vécut une vie simple et pieuse, issue d'un milieu modeste, et ne fit jamais parler d'elle, jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle commença à présenter un phénomène inexplicable, l'apparition régulière de stigmates, des plaies semblables à celles du Christ crucifié, sur ses mains, ses pieds et son flanc. Mais ce qui transforma cette affaire religieuse en mystère persistant, ce sont les nombreuses manifestations physiques et spirituelles qui accompagnèrent ces marques. Chaque vendredi, Louise tombait dans un état de transe profonde. Son corps, allongé dans son lit, devenait rigide. Ses yeux restaient ouverts mais vides, comme s'ils fixaient un point invisible. Les stigmates saignaient abondamment, mais elle ne montrait ni douleur ni faiblesse. Au contraire, elle semblait se détacher de toute réalité terrestre, murmurant des prières, entrant dans des extases mystiques qui pouvaient durer plusieurs heures. Dès 1868, des prêtres, médecins, journalistes et scientifiques commencèrent à se rendre dans sa petite maison pour observer ce phénomène. Ce n'était pas une simple affaire de foi, des spécialistes de l'époque, parfois très sceptiques, confirmèrent qu'il n'y avait ni blessure auto-infligée, ni instrument caché, ni signe d'hystérie volontaire. Son cas fut rigoureusement documenté, photographié, étudié cliniquement. Plus encore, Louise disait voir des scènes de la Passion du Christ avec une intensité qui glaçait les témoins. Elle décrivait les scènes de manière détaillée, avec des éléments qu'elle ne pouvait pas connaître, n'ayant jamais étudié l'Évangile en profondeur. Lors de ces transes, son pouls ralentissait jusqu'à devenir imperceptible, et sa respiration était si faible que certains pensaient qu'elle était morte.
Mais ce qui ajoute à l'aura surnaturelle de son histoire, c'est que même après sa mort en 1883, des phénomènes ont continué à se produire dans sa maison et autour de sa tombe. Des pèlerins affirment avoir ressenti des courants froids soudains, entendu des chuchotements à l'intérieur de l'église où repose son corps, ou encore vu des lueurs étranges apparaître brièvement sur sa pierre tombale lors des veillées nocturnes. Certains visiteurs affirment que leur montre ou leur téléphone cessent de fonctionner lorsqu'ils franchissent le seuil de la maison de Louise, transformée aujourd'hui en petit musée commémoratif. Au début des années 2000, des chercheurs ont repris ces archives pour tenter d'apporter une lecture moderne à son cas. Mais malgré les progrès médicaux et neurologiques, personne n'a pu expliquer comment une jeune femme, sans éducation scientifique ni accès à des moyens sophistiqués, avait pu manifester de tels symptômes de manière aussi constante, pendant des années, sous observation. L'Église, prudente, n'a jamais canonisé Louise Lateau, mais elle l'a reconnue comme mystique. Quant à la science, elle s'est heurtée à un mur d'inexplicable. Ce qui demeure, c'est une sensation dérangeante, celle d'un phénomène qui défie notre logique, mais qui semble profondément réel, presque palpable. Aujourd'hui encore, ceux qui visitent sa maison parlent d'un lieu hors du temps, où le silence semble chargé d'une présence douce mais intense. Qu'on soit croyant ou non, impossible de rester indifférent devant l'histoire de cette jeune femme, qui porta dans sa chair le poids du sacré ou peut-être celui d'un mystère plus vaste encore. Dans un recoin discret de la province du Brabant flamand, à Bierbeek, se dresse le complexe délabré de Salve-Maté, un ancien hôpital psychiatrique pour femmes fondé au début du XXe siècle par les Sœurs de la Charité. Son nom, qui signifie « Salut à toi, mère », évoquait autrefois un lieu de refuge et de soins. Pourtant, au fil du temps, Salve-Maté a acquis une toute autre réputation, celle d'un endroit hanté, oublié du monde, où les cris du passé résonnent encore entre les murs fissurés. L'établissement fut en activité jusque dans les années 1990, avant d'être progressivement vidé, puis abandonné. Composé de plusieurs bâtiments reliés par des couloirs humides et des escaliers en colimaçon, il accueillait des femmes atteintes de troubles mentaux, parfois de simples dépressions postpartum ou des comportements jugés inconvenants pour l'époque. On y pratiquait des traitements psychiatriques lourds, parmi lesquels l'électrochoc, l'isolement prolongé, voire des formes primitives de lobotomie dans les années 1940 et 1950. Ces pratiques, bien que légales à l'époque, ont laissé derrière elles des cicatrices invisibles. Depuis le début des années 2000, Salve-Maté est devenu un point de convergence pour les explorateurs urbains, les chasseurs de fantômes et les curieux. La majorité d'entre eux s'accordent à dire que l'atmosphère des lieux est insupportablement pesante. Dès qu'on franchit les grilles, le silence se fait presque total. À l'intérieur, l'humidité ronge les murs, les papiers peints se décollent en lambeaux, et les vieux lits d'hôpital rouillés gisent encore dans certaines chambres, figés dans une immobilité sinistre. Les phénomènes paranormaux rapportés sont nombreux. Certains évoquent des rires étouffés de femmes, souvent perçus dans les couloirs du deuxième étage. D'autres disent avoir vu des ombres passer entre les fenêtres, alors que les bâtiments sont vides. Des cris lointains, semblables à des appels à l'aide, auraient été entendus dans les anciennes salles de traitement. Une légende locale affirme qu'une patiente, internée contre sa volonté, se serait pendue dans le grenier, et que depuis, des pas se font entendre chaque nuit sur les planches vermoulues du plafond, comme si elle errait encore, incapable de trouver le repos. En 2012, un groupe de passionnés du paranormal obtint une autorisation exceptionnelle pour y passer la nuit. Ils installèrent des capteurs thermiques, des caméras infrarouges et des enregistreurs audio. Les résultats furent troublants, plusieurs zones de température extrêmement basses furent détectées sans raison, et dans l'une des pièces, les microphones captèrent une voix féminine répétant 3 fois le mot « rentrez ». Aucun membre du groupe n'avait parlé à ce moment-là. Salve-Maté ne se contente pas d'inspirer la peur, il provoque aussi une tristesse sourde chez ceux qui le visitent. Beaucoup témoignent d'un profond malaise émotionnel, d'un sentiment d'angoisse qui persiste bien après avoir quitté les lieux, comme si la douleur de celles qui y furent enfermées avait imprégné l'air lui-même. C'est un lieu où l'on ressent que la souffrance n'a pas été écoutée, qu'elle a été enfermée, ignorée, oubliée et qu'elle continue de murmurer, lentement, dans le silence des couloirs vides. C'est dans une rue résidentielle tranquille de Warem,
petite ville de la province de Liège, qu'une famille ordinaire vécut l'un des épisodes paranormaux les plus angoissants jamais rapportés dans la région. En 2004, les Delemont emménagèrent dans une charmante maison de briques rouges, récemment rénovée, avec leurs 2 jeunes enfants. Au départ, tout semblait parfait, le quartier était calme, la maison spacieuse, et la famille heureuse de commencer une nouvelle vie. Mais très vite, les choses prirent une tournure inattendue. Dès les premières semaines, des incidents inexpliqués commencèrent à survenir. Des cadres accrochés au mur tombaient sans raison, souvent à des heures fixes, vers 3 heures du matin. Les portes, soigneusement fermées le soir, se retrouvaient ouvertes au matin. Au début, la famille mit ces événements sur le compte de courants d'air ou de simples maladresses, mais le malaise s'installa lorsque les enfants commencèrent à parler d'une « dame grise » qui se tenait à côté de leur lit la nuit. Le plus inquiétant fut le changement d'attitude du plus jeune, un garçon de 4 ans, qui cessa brutalement de parler. Il passait des heures immobile, assis dans un coin de sa chambre, les yeux rivés sur le mur, comme s'il écoutait quelqu'un que les autres ne pouvaient pas entendre. Un pédiatre consulté parla de stress dû au déménagement, mais les parents étaient convaincus que quelque chose de plus profond, de plus obscur, influençait leur enfant. Les phénomènes s'intensifièrent, des bruits de pas résonnaient dans les escaliers alors que tout le monde dormait en bas, des murmures s'élevaient dans le couloir, et des objets changeaient de place pendant la nuit. Un jour, alors que la mère préparait le dîner, elle vit dans le reflet de la porte vitrée une silhouette passer lentement derrière elle. Pensant que c'était son mari, elle l'appela. Il répondit du jardin. Elle se retourna aussitôt, mais il n'y avait personne dans la maison. Une nuit, le père, réveillé par un bruit métallique, se leva pour inspecter le salon. Il trouva toutes les chaises renversées, disposées en cercle au milieu de la pièce, comme si une réunion silencieuse venait de se terminer. Ce fut l'instant déclencheur. La famille fit appel à un prêtre local pour une bénédiction. L'homme d'église, bien qu'incrédule au départ, déclara en quittant la maison que l'atmosphère y était anormalement lourde, presque hostile. Peu de temps après, les Delemont décidèrent de quitter la maison en urgence, ne laissant derrière eux que quelques meubles. L'agence immobilière chargée de la revendre eut du mal à trouver preneur, car les rumeurs s'étaient répandues dans la région. Plusieurs locataires successifs ne restèrent pas plus de quelques mois, évoquant des bruits étranges, des sensations d'étouffement dans certaines pièces et des cauchemars récurrents. Aujourd'hui encore, la maison de Warem est habitée, mais les nouveaux propriétaires refusent de parler des événements passés. Selon certains voisins, les volets de l'étage restent constamment fermés, et il n'est pas rare que des lumières s'allument et s'éteignent en pleine nuit, même quand la maison semble vide. Une chose est sûre, pour la famille qui y vécut, ce qui devait être un foyer accueillant devint un lieu d'angoisse dont ils ne gardent que des souvenirs lourds, difficiles à évoquer même 20 ans plus tard. Sur les hauteurs boisées de Liège, dans le quartier de Cointe, se dresse une masse imposante de briques et de béton, rongée par le temps et recouverte de tags, le fort de la Chartreuse. Construit par l'armée belge au XIXe siècle, il fut d'abord un bastion militaire, puis une caserne, un dépôt de munitions, une prison durant la Seconde Guerre mondiale, et enfin un camp de transit pour les prisonniers allemands. Abandonné depuis les années 1980, il est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés de Wallonie. Ce lieu, qui a vu défiler des soldats, des prisonniers, des résistants et des condamnés, est marqué par des décennies de souffrance humaine. Les couloirs, couverts de mousse et de poussière, résonnent encore des cris passés, disent ceux qui s'y aventurent. Dès le début des années 2000, les témoignages ont commencé à se multiplier. Des promeneurs affirmèrent avoir entendu des gémissements étouffés venant des anciennes cellules, alors qu'ils étaient seuls dans le bâtiment. D'autres évoquèrent des bruits de bottes résonnant sur les dalles, suivis d'un silence glacé et pesant. Les phénomènes les plus fréquents concernent les ombres mouvantes. Plusieurs personnes ont raconté avoir vu des silhouettes humaines traverser lentement un couloir, disparaissant en passant un seuil, comme si elles glissaient à travers les murs. Ces formes, ni nettes ni floues, sont décrites comme étant vêtues d'uniformes sombres, parfois accompagnées d'un souffle de vent froid impossible à expliquer. Le bâtiment, déjà sinistre en plein jour, devient véritablement oppressant à la tombée de la nuit. Il semble alors que chaque mur respire, que chaque pas résonne trop fort,
comme si l'on dérangeait quelque chose. En 2006, une équipe amateur d'explorateurs urbains rapporta avoir été témoin d'un événement particulièrement troublant. Alors qu'ils exploraient les anciens quartiers de détention au sous-sol, ils virent une porte claquer violemment d'elle-même, bien qu'il n'y ait aucun courant d'air. L'un d'eux jura avoir senti une main l'agripper au bras dans le noir, pourtant personne ne se tenait à côté de lui. La scène fut filmée, mais seule une forte distorsion audio accompagna le moment de panique, comme un cri étouffé enregistré sur la bande. Les rumeurs les plus persistantes concernent un couloir étroit surnommé la tranchée noire par les habitués. Il s'agit d'un tunnel sans issue, entièrement muré à son extrémité. Ceux qui s'y aventurent racontent qu'il devient de plus en plus sombre à mesure qu'on avance, même en pleine journée. Plusieurs visiteurs disent avoir entendu des respirations haletantes derrière eux ou ressenti une présence les suivre jusqu'à la sortie. Certains ont fui en hurlant, incapables de rester plus de quelques minutes dans cette portion du fort. Le fort de la Chartreuse est aujourd'hui interdit d'accès, bien que difficilement surveillé. Les autorités mettent en garde contre les risques d'effondrement, mais ceux qui y croient savent que c'est autre chose qu'il faut craindre. Car sous les briques humides et la végétation envahissante, sous les graffitis et les gravats, il resterait des fragments d'âmes errantes, piégés entre deux époques, répétant leurs gestes dans l'ombre d'un passé qui refuse de mourir. Situé à proximité de Celle, dans la province de Namur, le château Miranda, également connu sous le nom de château de Noisy, fut l'un des plus impressionnants édifices néogothiques de Belgique. Érigé en 1866 par l'architecte anglais Edward Milner pour la famille de Liedekerk-Beaufort, il était destiné à devenir une résidence d'été luxueuse. Mais au fil du temps, ce joyau architectural fut rattrapé par l'histoire, les conflits, l'abandon, et ce que certains décrivent aujourd'hui comme des phénomènes troublants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par les nazis et servit brièvement de quartier général. Après la guerre, il fut transformé en orphelinat et en colonie de vacances par la Société nationale des chemins de fer belge, SNCB. C'est à cette époque, entre les années 1950 et 1970, que le château acquit sa réputation inquiétante. D'anciens pensionnaires racontent avoir vécu là dans un climat pesant, où les cris se perdaient dans les couloirs immenses et les pleurs d'enfants résonnaient la nuit. À la fin des années 1990, le bâtiment fut définitivement abandonné. Dès lors, le château tomba lentement dans l'oubli, à la merci du vent, du temps et des curieux. Pourtant, ceux qui y pénétrèrent à partir des années 2000 évoquent bien plus que des ruines pittoresques. Ils parlent de sensations glaçantes, de pas qui résonnent alors que personne ne bouge, de pleurs d'enfants étouffés derrière les portes closes et de chuchotements qui semblent suivre les visiteurs d'étage en étage. Une pièce en particulier, surnommée la salle aux jouets, attira l'attention. On y trouvait des poupées cassées, des ours en peluche démembrés, et des dessins d'enfants à moitié effacés. Plusieurs personnes ont affirmé que leurs appareils photos se déchargeaient uniquement dans cette salle ou que leurs clichés présentaient des distorsions étranges. Certains visiteurs ont aussi raconté avoir aperçu une silhouette blanche apparaître brièvement sur le grand escalier central, avant de disparaître sans bruit. Un ancien enquêteur en paranormal raconta avoir entendu, lors d'une exploration nocturne en 2009, ce qu'il décrivit comme des voix d'enfants récitant une prière. Aucun enfant n'était présent, le château étant totalement vide. Les voix, enregistrées sur bande, étaient faibles mais distinctes, répétant en latin une variation du Notre Père. Ce phénomène reste l'un des enregistrements les plus discutés dans les forums francophones du paranormal belge. En 2017, après des années de dégradation avancée et de vandalisme, le château Miranda fut entièrement démoli. Officiellement, il représentait un danger pour la sécurité publique. Mais pour beaucoup, il fut aussi détruit pour faire taire les rumeurs, mettre fin à une légende qui n'a cessé d'inquiéter les esprits. Certains disent que l'endroit, même vidé de ses murs, continue d'émettre quelque chose. Des habitants de la région affirment que le terrain lui-même est devenu silencieux, comme si le vent hésitait à y souffler, et que les animaux évitent encore d'y passer. Le château Miranda n'existe plus physiquement, mais sa mémoire demeure vivante. Et pour ceux qui s'y sont aventurés, il reste bien plus qu'un lieu, un portail vers quelque chose de profondément troublant, de tragique, de toujours présent.
Dans la ville historique de Mons, connue pour son patrimoine médiéval et ses traditions religieuses vivaces, il existe une cérémonie peu médiatisée, presque cachée, qui intrigue ceux qui en entendent parler. Il s'agit de la procession de la confrérie de Saint-Jean le Décollé, une tradition dont les origines exactes restent incertaines, mais qui continue, année après année, à semer la fascination et l'inquiétude. Chaque été, à une date qui n'est pas toujours clairement communiquée, un petit groupe d'hommes vêtus de longues robes noires, les visages intégralement dissimulés sous des capuches, traverse lentement les rues d'un quartier ancien de la ville. Ils portent une statue de Saint Jean-Baptiste, décapité. C'est ce détail qui donne son nom à la cérémonie, le décollé, faisant ici référence à la décapitation du saint. La statue, posée sur un brancard, représente la tête du prophète séparée de son corps, reposant sur un coussin de velours rouge. Un encensoir, balancé sans un mot, diffuse une odeur lourde de résine. Ce qui rend cette procession si étrange, c'est son ambiance volontairement fermée, presque secrète. Contrairement aux grandes fêtes religieuses de la ville comme le Doudou, celle-ci n'est pas annoncée en grande pompe. Elle n'est ni touristique, ni mise en avant par les autorités religieuses locales. On la découvre par hasard, en la croisant ou en l'apprenant par bouche à oreille. Les participants refusent de parler aux journalistes, les photographies sont rares, et toute question sur la signification exacte de la cérémonie est éludée. La rumeur veut que cette confrérie soit l'une des plus anciennes de la région, peut-être héritée d'un culte païen réinterprété par le christianisme. Certains historiens locaux suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un ancien rite de purification lié aux épidémies, Saint Jean étant considéré comme un intercesseur entre la vie et la mort. D'autres avancent une explication plus occulte, une société discrète de pénitents, qui perpétuerait un serment de silence et de rachat en accomplissant ce rituel funèbre chaque année. Mais ce sont les témoignages contemporains qui relancent le mystère. Plusieurs personnes ayant assisté à la procession rapportent avoir ressenti un malaise physique soudain, maux de tête, nausées, vertiges, sensation d'oppression inexpliquée. Une habitante du quartier raconte que l'année où elle a photographié la procession, son appareil a cessé de fonctionner pendant plusieurs jours, et la carte mémoire s'est effacée sans explication. D'autres parlent de voix murmurées en latin entendues dans les ruelles juste après le passage des confrères. En 2014, un étudiant en anthropologie tenta de suivre la confrérie et de documenter la procession dans un travail universitaire. Il abandonna son projet sans explication, refusant ensuite d'en parler, déclarant simplement que ce n'était pas ce que je pensais, et ce n'est pas fait pour être étudié. Depuis, plus personne n'a tenté d'analyser le rituel en profondeur. Ce silence, cette résistance à la lumière publique, font partie intégrante de l'aura étrange de cette tradition. C'est comme si quelque chose d'ancien, d'immobile et d'invisible survivait dans les rues de Mons à travers ce rituel discret, répété chaque année à la lisière de la foi et de l'inquiétude. Situé dans la province de Hainaut, le château de Farciennes est une imposante bâtisse du XVIIe siècle, aujourd'hui en ruine. Autrefois demeure noble, ce château a connu plusieurs propriétaires, dont certains ont laissé des traces sinistres dans les archives locales. À mesure que les années ont passé et que le bâtiment a sombré dans l'abandon, les histoires à son sujet sont devenues de plus en plus sombres. Aujourd'hui, beaucoup affirment que le château n'est pas seulement un site délabré, mais un lieu marqué par des présences troubles, où le paranormal semble avoir trouvé refuge. Les premières rumeurs sur le château de Farciennes évoquaient des pratiques occultes. Au début des années 2000, plusieurs groupes d'urbexeurs ayant visité les lieux affirmèrent avoir trouvé, dans les caves, des cercles dessinés à la craie, des bougies noircies par la cire et des symboles ésotériques gravés dans la pierre. Certains parlent de rituels réalisés au cœur de la nuit, sous la lumière de la pleine lune, en lien avec une prétendue société secrète locale. Des témoins disent avoir entendu des chants sourds, presque gutturaux, venus de la forêt voisine dans les nuits calmes. Mais le plus déroutant concerne les nombreuses mentions de figures vampiriques associées au château. Selon une légende tenace, une des descendantes d'un ancien seigneur de Farciennes aurait été soupçonnée au XIXe siècle de se livrer à des pratiques interdites, notamment la consommation de sang animal dans le but de prolonger sa jeunesse. Certaines domestiques racontaient qu'elle sortait uniquement la nuit, couverte d'un long voile, et qu'elle ne dormait jamais dans sa chambre, préférant une pièce souterraine sans fenêtre.
On racontait aussi que ces miroirs étaient voilés et que les chats du domaine refusaient de s'approcher d'elles. Depuis l'abandon du site, les phénomènes étranges semblent s'être intensifiés. Des visiteurs ont rapporté avoir vu des ombres fuyantes, hautes et maigres, se déplacer entre les tours effondrées et les murs partiellement debout. D'autres évoquent des bruits de griffures derrière les portes condamnées, comme si quelque chose essayait de sortir ou d'entrer. L'un des témoignages les plus marquants provient d'un promeneur qui, au lever du jour, aurait vu une silhouette vêtue d'un manteau noir se tenir immobile dans la cour intérieure, la tête penchée en arrière comme pour observer le ciel. Lorsqu'il cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Le château est aujourd'hui totalement inaccessible au public, en grande partie effondré, mais cela n'empêche pas certains de tenter d'y entrer. Il est dit que les téléphones et les lampes frontales s'éteignent souvent en même temps à certains endroits du château, et qu'un silence anormal règne autour des ruines, comme si le bruit lui-même hésitait à s'installer là. Quelques-uns affirment qu'en s'approchant des caves, on peut entendre des battements réguliers, trop lourds pour être ceux d'un cœur humain, semblant provenir du sol. Le château de Farciennes ne figure sur aucun circuit touristique officiel. Pourtant, il vit dans les récits qu'on se transmet dans la région, dans les cauchemars de ceux qui y ont mis les pieds et dans l'étrange impression qu'il reste encore quelque chose à découvrir sous ces pierres brisées. Tout commence à la fin de l'année 1989, lorsqu'une série d'observations mystérieuses émerge en Belgique, principalement en Wallonie. Des citoyens, des policiers, des pilotes, et même des militaires rapportent avoir vu d'étranges objets volant dans le ciel nocturne. Ces engins, très souvent décrits comme des triangles noirs avec 3 lumières blanches au coin, se déplacent silencieusement à basse altitude, parfois à vitesse réduite, parfois à une vitesse fulgurante défiant toute technologie connue. Le phénomène atteint son paroxysme le 30 mars 1990, lorsqu'au moins 2 avions de chasse F-16 sont envoyés par l'armée belge pour intercepter l'un de ces objets. Les radars de la base aérienne de Bovchin détectent un signal, et les avions confirment visuellement la présence d'un engin non identifié, mais ce dernier parvient à disparaître sans laisser de traces tangibles. Cet événement, confirmé par des documents officiels, sera plus tard reconnu comme l'un des cas les plus crédibles d'observation d'OVNI en Europe. Cette période, entre 1989 et 1991, sera appelée la vague belge. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, les témoignages ne se sont pas arrêtés là. Depuis les années 2000, plusieurs observations similaires ont continué à émerger, bien que moins médiatisées. En 2003, des habitants de Wavre signalent la présence d'un objet triangulaire immobile dans le ciel, émettant un faible vrombissement et doté de lumière rouge pulsée. À Namur, en 2008, plusieurs témoins rapportent avoir vu un engin noir flotter au-dessus de la Meuse pendant près de 2 minutes avant de disparaître en ligne droite à une vitesse inouïe. En 2011, un couple revenant d'un concert en voiture près de Tournai décrit un objet silencieux de forme triangulaire, avec une lumière blanche en son centre et 2 feux rouges aux extrémités. Ce qui les frappa fut le silence absolu et la lenteur du déplacement, comme si l'objet défiait les lois de la physique. D'autres signalements font état d'objets lumineux, parfois ovoïdes, se déplaçant de manière erratique dans le ciel de Liège et du Brabant wallon. Certains témoins évoquent des changements de trajectoire impossibles, des accélérations fulgurantes suivies de brusques arrêts en vol stationnaire. Malgré les efforts de certains groupes ufologiques comme le SOBEP, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, aucune explication définitive n'a été trouvée. Les hypothèses vont de tests militaires secrets à des prototypes américains, en passant bien sûr par la possibilité d'une origine extraterrestre. L'armée belge, pour sa part, a toujours reconnu la réalité des observations radars et visuelles, tout en affirmant n'avoir identifié aucune menace concrète ni technologie identifiable. Ces apparitions post-2000 sont peut-être moins spectaculaires que la grande vague initiale, mais elles ont une constante troublante, les mêmes descriptions, les mêmes comportements étranges, les mêmes zones géographiques concernées. Pour certains chercheurs, cela suggère que le phénomène n'a jamais vraiment cessé, seulement qu'il s'est fait plus discret, plus diffus. Aujourd'hui, en Belgique, les témoignages continuent d'apparaître sporadiquement sur des forums spécialisés, dans des podcasts ou lors de conférences confidentielles. Ceux qui ont vu ces objets parlent souvent d'une expérience marquante, intime, parfois même spirituelle. Et tous, sans exception, partagent une même certitude,
ce qu'ils ont vu n'était pas un avion, ni un drone, ni une hallucination. C'était autre chose, venu d'ailleurs, ou de quelque part que nous ne comprenons pas encore. Dans le cœur ancien de Bruges, une ville au charme gothique et aux canaux paisibles, se dresse une maison aux volets toujours clos, située dans la Spanjaardstra. Pour les passants, elle ne semble guère différente des autres bâtisses médiévales de la rue, mais pour les habitants du quartier, cette demeure est connue comme étant hantée depuis des générations. On l'appelle familièrement la maison de l'urgence divine. L'histoire remonte au XVIIe siècle, lorsqu'un prêtre, récemment arrivé dans la ville, aurait noué une liaison secrète avec une jeune religieuse du couvent voisin. Leur amour, aussi sincère qu'interdit, fut rapidement découvert par l'Église. La nonne fut enfermée à vie dans une cellule monastique, tandis que le prêtre fut excommunié et, selon certaines versions, pendu dans une cave de cette même maison, devenue son refuge. C'est dans cette maison que les deux amants se seraient retrouvés en cachette, et c'est aussi là que leur tragédie aurait laissé une empreinte indélébile. Au fil des siècles, les propriétaires successifs ont rapporté des phénomènes étranges. On raconte que chaque année, à la même date, des bruits de pas résonnent dans les escaliers alors que la maison est vide. Des gémissements étouffés se font entendre dans la pièce du haut, où l'on dit que la nonne venait prier en secret. Les chiens refusent d'entrer dans la maison, les flammes des bougies s'éteignent sans courant d'air, et les miroirs se couvrent parfois de buée sans qu'aucune chaleur n'en soit responsable. Au début des années 2000, un couple de restaurateurs racheta la maison avec l'intention d'y ouvrir un petit hôtel de charme. Dès les premiers travaux, les incidents se multiplièrent, des outils disparaissaient mystérieusement, des ouvriers refusaient de revenir sur le chantier après avoir vu des silhouettes traverser les pièces, et une lourde armoire tomba sans que personne ne l'ait touchée, blessant un artisan. Peu après, le projet fut abandonné, et la maison resta inhabitée. Une équipe de médiums flamands aurait tenté en 2007 d'entrer en contact avec les esprits supposés hanter les lieux. Leur conclusion fut troublante. Selon eux, la maison abrite deux présences principales, une féminine et une masculine, fortement marquées par une histoire d'amour brisé, de honte et de solitude. L'une des médiums affirma avoir ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, comme un étouffement, en entrant dans l'ancien salon, tandis qu'un autre évoqua une présence collée à l'escalier, comme si une âme attendait toujours quelqu'un. Aujourd'hui, la maison est fermée, ses fenêtres occultées, et elle ne figure dans aucun circuit touristique officiel. Pourtant, elle continue d'intriguer, d'attirer les curieux, les chercheurs d'esprit et les passionnés d'urbex. Personne n'a jamais pu confirmer de manière formelle l'origine des phénomènes, mais à Bruges, on évite encore de trop s'en approcher une fois la nuit tombée. Le couvent des Capucins, situé sur les hauteurs de Dinan, fut pendant des siècles un centre de prière, de méditation et d'isolement. Aujourd'hui presque oublié du grand public, il abrite sous ses fondations un réseau de galeries anciennes dont l'origine exacte n'a jamais été clairement établie. Ces souterrains, partiellement effondrés, parfois bouchés, parfois scellés, sont à l'origine de récits qui, au fil des ans, ont pris une tournure bien plus étrange que de simples rumeurs de village. Les galeries furent probablement creusées au XVIIe siècle, peut-être comme voie de secours en cas de siège, ou pour relier discrètement le couvent à d'autres bâtiments religieux dans la ville basse. Mais dès le XIXe siècle, plusieurs curés et moines mentionnèrent des choses inhabituelles qui s'y produisaient. Des bruits de pas en pleine nuit, des voix lointaines sans origine visible, ou encore des objets déplacés d'une galerie à l'autre alors que personne n'y était descendu. Après l'abandon partiel du couvent dans les années 1970, les souterrains furent murés à plusieurs endroits pour des raisons de sécurité. Mais à partir des années 2000, certains passionnés d'histoire locale et explorateurs urbains s'y aventurèrent à nouveau. Ce qu'ils rapportèrent alla bien au-delà de l'urbex classique. Un homme du nom de Laurent D., passionné d'archéologie, affirma avoir ressenti une pression inhabituelle dans la poitrine dès qu'il franchit le couloir principal. Ce n'était pas de la peur, expliqua-t-il, c'était comme si quelqu'un me regardait intensément, mais sans être là. En s'approchant d'un petit renfoncement latéral, il entendit 3 coups secs sur la pierre. Il s'immobilisa, pensant à un éboulement, mais le silence retomba immédiatement. Il resta figé plusieurs minutes,
le cœur battant, avant de rebrousser chemin. Ce jour-là, son enregistreur audio était activé. En le réécoutant chez lui, il découvrit un murmure distinct, juste après les coups, une voix grave, presque imperceptible, murmurant ce qui ressemblait à « non descenda ». Plusieurs autres explorateurs racontèrent avoir vu des formes fugitives apparaître au détour d'un virage, une silhouette vêtue de bure, un visage sans traits, ou un corps qui semblait s'effondrer au sol avant de disparaître dans l'ombre. Un étudiant en théologie qui faisait des recherches sur les ordres religieux du Namurois affirma que les souterrains auraient pu servir de lieu de retraite extrême, c'est-à-dire un endroit où certains frères, jugés dangereux pour eux-mêmes ou en crise mystique, étaient temporairement isolés. Mais le témoignage le plus étrange remonte à 2011, lorsque deux visiteurs, amateurs de paranormal, filmèrent leur exploration. Au bout d'un tunnel secondaire, ils découvrirent une petite cellule en pierre, fermée par une grille rouillée. À l'intérieur, rien qu'un banc, une croix gravée à même le mur, et des traces sombres sur le sol, indéchiffrables. Alors qu'ils filmaient, la lumière de leur lampe frontale vacilla, et une des caméras s'éteignit. Lorsqu'ils quittèrent le souterrain, l'un d'eux se plaignit de nausées et de troubles auditifs persistants. Durant les jours suivants, il affirma avoir été réveillé plusieurs fois par une voix répétant son prénom dans le noir de sa chambre. Aujourd'hui, l'accès au souterrain est officiellement interdit, les galeries étant jugées trop dangereuses. Mais les récits continuent, murmurés entre passionnés, chercheurs et anciens religieux de la région. Certains pensent que les lieux ont accumulé une forme d'énergie émotionnelle intense, née des prières, de l'isolement et des souffrances de ceux qui y vécurent. D'autres, plus mystiques, estiment que les tunnels ont été ouverts sur quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on aurait peut-être dû laisser endormi sous terre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.